Merci donc, mesdames et messieurs, de votre présence à ce panel. Et comme je le disais, nous allons ouvrir les voies qui vont conduire les réflexions durant ces 2 jours de rencontre. Et essentiellement, nous allons faire un état des lieux, identifier les problématiques et les enjeux, et puis présenter quelques initiatives. Je voudrais encore une fois saluer nos panélistes. Et comme le temps nous est compté, nous allons directement entrer donc dans le vif du sujet et nous allons commencer par faire l'état des lieux. L'état des lieux ici en Côte d'Ivoire, aussi bien dans l'administration, dans les institutions publiques, mais l'état des lieux également de manière globale sur le champ des entreprises. Et ensuite rentrer directement dans les entreprises elles-mêmes. Et ça, c'est M. Menudier qui le fera. Il va nous parler du niveau de transformation digitale dans les grandes entreprises industrielles. C'est important. M. Faudiel nous parlera de la Tunisie, parce que le thème, c'est augmenter l'Afrique. Nous n'allons pas nous tenir à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Comment ça avance ou comment ça recule? Ça dépend. Et quels sont les défis, les enjeux. Et si on peut s'en inspirer, ce serait tant mieux. Et comme je l'ai dit, il faut toujours parler d'argent dans ce genre de forum parce que c'est l'argent qui ouvre les voies. Aujourd'hui, les capacités avec le digital ont l'air de se multiplier. L'argent peut venir de partout facilement avec 2 petits boutons. Monsieur Jean-Luc Ménacomé va nous en parler. Ça tombe bien parce que même l'argent classique, il connaît également, il a été directeur général de la BCC pendant longtemps. Donc, nous sommes bien entourés. Alors, M. Guillaume nous parlera du public et de son appropriation du digital. Parce que les opérateurs de télécom travaillent avec le grand public. On verra, est-ce que les Ivoiriens dans leur ensemble, est-ce que les Africains se sont appropriés la transformation digitale. Il ne faut pas que ça reste une histoire d'élite. Voilà, ceci étant dit, je voudrais commencer par Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ça fait quand même peut-être une dizaine d'années qu'on parle de transformation digitale. Fort heureusement, vous êtes également en charge de l'innovation au niveau du gouvernement. Donc, ce que je voudrais, c'est en quelques mots, nous dire quel est le niveau global de l'État, des institutions publiques, du gouvernement en termes de transformation digitale. Et puis ensuite, on verra plus tard les défis que cela pose, qu'est-ce qui reste à faire et tout ça. Mais dans un premier temps, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Donc, à quel niveau sommes-nous? Ce qu'il faut comprendre, il faut analyser la transformation digitale à 3 niveaux. Au niveau de l'État, de l'administration, c'est un premier niveau. Au niveau des entreprises et au niveau des citoyens. En Côte d'Ivoire, avec les opérateurs télécoms, les opérateurs mobiles des années 2000, il y a eu une accélération des usages, notamment avec le prépayé. Et après, avec l'ouverture de l'Internet mobile et fixe, avec aussi le mobile money. Donc, et quand on prend par exemple, sans parler en termes très techniques, l'utilisation de l'USSD, ce sont des phénomènes qui ont permis d'accélérer l'utilisation de ces nouvelles technologies, et aussi bien pour les personnes alphabétisées que non alphabétisées. Il faut vous dire aussi qu'avec les lois de 2013, nous avons, en tout cas en Côte d'Ivoire, une panoplie de textes de loi qui permettent en fait de définir le cadre, notamment même sur la protection des données, sur la protection de la vie privée, sur la cybercriminalité. Nous avons énormément de lois. Après, peut-être qu'elles gagnent à être connues. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'administration, nous devons aller encore beaucoup plus loin.
puisque nous n'avons pas encore suffisamment de services digitaux pour permettre, enfin, il y en a qui existent, mais qui ne sont pas forcément bien connus. Donc, par rapport à cela, donc, à partir donc, de la feuille de route que nous a donnée le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, par rapport aussi aux politiques et à l'ambition de la Côte d'Ivoire et de la politique gouvernementale dirigée par M. Patrick Hachi, Premier ministre chef du gouvernement, nous avons défini une stratégie numérique donc, qui se base sur 7 piliers. Le premier pilier, c'est de réussir à avoir partout sur le territoire ivoirien des infrastructures digitales. Et comme je dis, partout sur le territoire ivoirien. Le second point, c'est de pouvoir avoir donc des services numériques et aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est e-santé, e-éducation, e-administration, sur la sécurité et plein d'autres choses, plein d'autres domaines. Après, c'est aussi les services financiers numériques. On voit aujourd'hui qu'on fait des paiements. Il y a différentes plateformes, notamment des plateformes d'opérateurs privés. Mais il serait important, aussi intéressant, qu'au niveau de l'état de l'administration, nous ayons une plateforme unique qui puisse fédérer toutes ces applications qui existent qui sont faites par des opérateurs privés. Donc le troisième point, donc, les services financiers numériques. Et après ça, le quatrième point, c'est aller vers l'innovation. Aller vers l'innovation technologique. La Côte d'Ivoire est un pays d'innovation. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire innovent beaucoup, mais il faut qu'on organise mieux l'innovation. Le cinquième point, c'est tout ce qui va tourner au niveau de la cybersécurité. Donc voilà les 5 points que je dirais en fait techniques. Mais pour réussir tout cela, il nous faut encore 2 choses qui sont très importantes. C'est l'environnement des affaires, savoir avoir donc, comme je disais tout à l'heure, le Startup Act, donc nous assurer que les entreprises ivoiriennes ou des personnes vivant en Côte d'Ivoire peuvent créer des entreprises, démarrer petit et grossir, parce qu'on est start-up, pour moi, on n'a pas vocation à rester start-up, on démarre start-up. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'Amazon, de Google et autres, ils ont démarré petit, mais aujourd'hui, ce sont des grosses entreprises. D'ailleurs, Amazon, c'est la plus grosse entreprise au monde, aujourd'hui, en tout cas celle qui a la capitalisation boursière la plus importante. Voilà, donc, l'environnement des affaires, pour les nouvelles entreprises, pour ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire, on voit aujourd'hui que les entreprises ivoiriennes ne captent pas encore suffisamment de capitaux étrangers dans le domaine de la technologie, et ça, il faut qu'on favorise cela. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, mais ce n'est pas suffisant comme excuse. Donc il faut qu'au-delà de la barrière de la langue, on puisse récupérer des capitaux pour favoriser l'investissement de la technologie en Côte d'Ivoire. Et le dernier point, qui est aussi le plus important, c'est le capital humain, c'est les compétences. Être sûr que nous ayons des personnes compétentes pour développer toutes ces applications, développer tous ces produits, mais aussi qu'il y ait une appétence des Ivoiriennes, des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, d'utiliser ces services-là. Donc voici vraiment les 7 piliers sur lesquels nous travaillons, et avec, disons, 3 axes qui sont l'État, donc l'administration et tous les services de l'État, les entreprises privées, voire publiques, et aussi le citoyen. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je vais prendre votre 7e point. Il faut une appétence des populations pour le digital et m'adresser directement donc à MTN. Vous vendez des produits au grand public et l'on sait que le mobile est l'une des voies de transfert du numérique vers la grande population. Bien sûr. Pour parler comme Monsieur le ministre, quelle est l'appétence de nos populations pour la transformation digitale, pour le numérique, pour les innovations? Alors, il faut dire que l'appétence est très forte aujourd'hui. Il y a cela quelques années, quand je dirais que tous les opérateurs s'étaient lancés dans cette transformation digitale, on ne s'attendait pas à cet engouement du public. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est même le public qui pousse aujourd'hui les opérateurs à innover et à proposer un périmètre de solutions qui soient adaptés aujourd'hui aux besoins qui sont les leurs. Donc il faut dire vraiment qu'il y a une forte appropriation aujourd'hui de tout ce qui est digital au niveau du public, et on le ressent très clairement aujourd'hui au niveau des performances qu'on réalise sur la data par exemple. On regarde aujourd'hui la croissance, elle est assez forte, et on pense que ça devrait continuer à être encore plus forte. Merci. Monsieur Jean-Louis Menudier, l'autre versant, il y a le grand public, mais l'autre versant, c'est le secteur privé, c'est l'économie directe. Et vous êtes
le président de l'UGCI qui regroupe les grandes entreprises industrielles. Où est-ce que nous en sommes en termes de transformation digitale, en termes d'innovation, de numérisation et tout ça? Merci, intéressant sujet, bien sûr. Alors, les grandes entreprises industrielles, en général, ont franchi le pas depuis longtemps, surtout celles qui font partie de multinationales, qui ont des stratégies globales, groupes, si vous voulez, pour accélérer la transformation digitale. Les autres grandes entreprises, entre guillemets locales ou sous-régionales, également ont franchi le cap depuis longtemps et s'équipent, bien entendu. Mais ce que je voudrais souligner, surtout, c'est ce qu'il nous manque pour aller plus vite, aller mieux, aller plus loin, et faire ce que vous allez discuter aussi tous ces jours-ci, si vous voulez, avec le sujet de cette journée. Ce qui nous manque, c'est des gens formés. On a du retard en matière de formation du capital humain, si vous voulez, pour réaliser un certain nombre de tâches lorsqu'on veut faire une transformation digitale. Je l'ai vécu personnellement, lorsque j'ai rapidement évoqué le projet d'Uniwax de passer au pagne en ligne, etc. Ce qui m'a manqué, c'est le capital humain formé pour tenir certaines tâches. Ensuite, c'était un environnement de maintenance de tout le système, si vous voulez, qui m'a manqué aussi. J'étais obligé de faire appel à des entreprises étrangères en Europe. C'est pas normal. On a des gens compétents ici, mais ce n'était pas encore suffisamment structuré, expérimenté, prêt, si vous voulez, pour prendre le relais. Donc ça, c'est important, que la formation rattrape son retard et fasse en sorte qu'on ait un capital humain adapté à ces phases de transformation. Ce qui nous manque aussi, et ça on ne peut pas ne pas l'évoquer, quels que soient les forums, séminaires et autres, c'est une amélioration de la gouvernance pour qu'il y ait des investissements appropriés, si vous voulez. Alors on est en plein dedans actuellement avec le gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi et mon ami et voisin ministre qui en fait partie. Il y a des améliorations spectaculaires que la population ne voit peut-être pas tous les jours, mais qui sont en train d'être faites actuellement. Le séminaire du gouvernement qui nous a invités, la CGECI, à participer et à venir dire sans langue de bois quels étaient nos problèmes pour nous développer, pour avancer, etc., a été un pas énorme en avant. Et aujourd'hui, on continue à travailler dans les suites de ce séminaire avec des groupes de travail qui ont pu avancer sur des problématiques comme la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la fraude, la contrefaçon, la cybercriminalité, etc., et bien d'autres domaines. La justice, la réforme de la justice pour l'adapter au monde d'aujourd'hui et surtout au monde de demain. Ça, c'est la clé, si vous voulez. À partir du moment où on va franchir un certain stade dans l'amélioration de la gouvernance, on aura les investissements directs étrangers qui vont littéralement exploser, parce qu'on a un pays qui offre des possibilités énormes de développement, qui bien sûr passent par le numérique, le digital, etc. Mais c'est vraiment la clé. Ça, la formation. Ces deux piliers-là, tant qu'ils ne seront pas suffisamment consolidés, si vous voulez, feront qu'on avancera, bien sûr, et on avance. Et les grandes entreprises avancent. Mais ce qui compte, c'est que tout le monde avance. Oui. L'État doit avancer également, les PME doivent avancer également. Les PME, c'est le futur d'une économie pour le pays. On en a rencontré quelques-unes aujourd'hui qui sont dans le digital au cours de la visite des stands. C'est merveilleux de voir ça. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il faut qu'on en ait plus. Et il leur faut aussi du capital humain pour pouvoir avancer. Voilà. Merci. Ce que je peux vous dire en préambule. Ok, merci. Vous nous avez dévancé un peu dans le défi, mais ça prouve que c'est important. Il y a de grosses embûches et il faut pouvoir les relever pour aller plus loin. Monsieur Jean-Louis Ménan-Kwame, est-ce qu'on peut dire que la présence de Orange Bank, c'est la face visible de ce que la finance s'est transformée? Vous êtes dans l'argent numérique. On peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Les banques, dans leur ensemble, sont bien évidemment depuis très longtemps, ne serait-ce que parce qu'elles sont informatisées jusqu'au bout de leurs opérations, les banques sont depuis très longtemps dans le numérique. En revanche, on assiste à une vraie évolution. Cette évolution, le point d'inflexion, on peut le situer à une dizaine d'années avec le développement du mobile money. Et il est vrai que sur le continent africain, Afrique de l'Est d'abord, Afrique de l'Ouest ensuite, tout le continent enfin, le développement du mobile money a transformé la vie des gens. Mais la présence d'une banque digitale comme Orange Bank dans ce type de discussion, c'est juste pour montrer que, au-delà du mobile money, on peut aller en fait à l'étape supérieure qui consiste à permettre aux populations dans les endroits les plus reculés d'être aussi non seulement connectés, parce que la connectivité marche bien, parce que le mobile money marche bien, mais de pouvoir aussi bénéficier de crédits, de petits montants, ou de pouvoir placer leur épargne. La vendeuse d'Attiéké dont parlait le ministre tout à l'heure dans son propos liminaire, le blanchisseur du quartier, la vendeuse à locaux, ce sont des personnes qui sont habituées au mobile money, mais qui, avec
un modèle de banque digitale, ben, ces personnes, augmenter leur stock, augmenter leur chiffre d'affaires, permettre ainsi de pouvoir financer les études de leurs enfants tranquillement, etc., etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui est malade et qui n'a pas les moyens à 2 heures du matin pour envoyer son enfant dans une clinique, ben, il peut emprunter de l'argent en quelques secondes grâce à un modèle de banque digitale comme le nôtre et pouvoir donc subvenir aux besoins des soins de santé que je viens d'évoquer. Donc c'est une vraie évolution qui va au-delà du mobile money dont les populations se sont vraiment appropriées. Et je pense que tout ce qui concourra à développer ce nouveau pan d'activité sera favorable à tout l'écosystème. C'est des chiffres d'affaires qui vont croître, c'est des populations qui vont pouvoir subvenir à leurs besoins et tout le monde en sera satisfait. Peut-être le dernier mot, Lucien, on ne le dit pas souvent lorsqu'on a ce genre d'occasion. L'activité bancaire ne peut pas aller sans la responsabilité des emprunteurs à rembourser leurs prêts. Les personnes que nous adressons désormais sont des personnes qui n'ont, pour la plupart, jamais été en contact avec le secteur bancaire. 20% de taux de bancarisation en Côte d'Ivoire et dans l'UEMOA en général. Bon, par définition, il y a 80% que nous ciblons, mais qui n'ont jamais eu affaire à une banque. Ces personnes-là doivent être éduquées dans le sens du remboursement des emprunts qui sont contractés. C'est parce que la femme vendeuse à Tchéquet dont parlait le ministre va rembourser le pico-crédit qui lui a été fait que nous pourrons lui prêter à nouveau et qu'elle remboursera et que nous lui prêterons à nouveau. Ces choses simples-là doivent être expliquées dans toutes les langues de notre pays, dans tous les pays, pour que ce modèle vertueux puisse servir à l'ensemble. Merci beaucoup. Je pense que ça va faire partie des grands défis qui se posent à votre secteur. Pour aller plus loin, il faut que ces notions-là soient comprises par la population et savoir qu'un crédit, ça se rembourse. Alors ça, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Monsieur Faudiel, parlez-nous un peu de ce qui se passe en Tunisie. Quel est l'état des lieux, la transformation digitale, l'appropriation du numérique? Est-ce que les choses se passent comme on veut, comme il faut? Et quel est le chemin? Et tout à l'heure, on va regarder les défis également. Très bien, merci Lucien. Bon, je confirme, en tout cas, il n'y a pas une baguette magique. La formation est très importante. Comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Ministre ou Monsieur le Vice-président de la CGECI, aujourd'hui, la Tunisie, en tant que petit pays de 12 millions d'habitants, elle a opté vers la formation. La Tunisie, aujourd'hui, elle a plus de 10 000 diplômés en IT, numérique, digital, sécurité, cybersécurité, et la plupart de ces diplômés, ils sont directement soit pris par des sociétés étrangères ou carrément par des sociétés tunisiennes. Bon, il y a 2 vitesses en Tunisie, honnêtement. Il y a une vitesse des entreprises numériques, digitales, transformation digitale, communication et tout ça, qui vont très très vite. Nous avons des entreprises qui sont championnes locales et championnes régionales. Ils sont reconnus, ils ont opté pour une approche groupée. Il y a beaucoup de groupements, par exemple GetIT, c'est un groupement d'entreprises tunisiennes dans l'IT. Ils vont grouper, ils sont complémentaires, mais quand même c'est une mastodonte de plus de 2000 personnes, plus de 15 entreprises dans ce domaine-là. Il y a eu aussi la mise en place de plusieurs réformes par rapport à cette partie-là. C'est vrai que vis-à-vis des lois, vis-à-vis de la réglementation, nous sommes à jour. Nous avons aussi Startup Act qui a commencé en Tunisie depuis quelques temps déjà, il est assez avancé actuellement. Mais la partie administration, c'est le 2e niveau de l'évolution. Il y a éventuellement des domaines qui sont en train d'être améliorés. Aujourd'hui, par exemple, la justice, peut-être à cause de la Covid, on a pu faire des procès ou carrément à travers le digital et tout ça. Mais aujourd'hui aussi en Tunisie, pour aller avoir un extrait de naissance, il faut faire la file pendant 2 heures. Donc vous voyez un peu la distorsion. Donc honnêtement, peut-être la volonté politique n'est pas à 100%, malgré le fait que nous avions des champions locaux, nous avons des expériences qui ont été faites, des expériences locales, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dupliquer ce qui se passe en Europe par rapport à nos pays, il faut être raisonnable par rapport aux mœurs, aux habitants et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'état actuel, avec l'évolution qui a été faite,
on est forcément sur la bonne voie pour éventuellement dépasser cette partie-là. Merci. Aujourd'hui, on est mitigé par rapport à ça, mais il y a des évolutions, il y a beaucoup de pression qui est en train d'être faite pour essayer d'harmoniser tout ça. Pour que ça avance. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons regarder les défis, les problématiques, et puis éventuellement, si les enjeux sont bien identifiés, hein, je voudrais commencer par Monsieur le ministre. Vous avez une feuille de route en 7 points, sur 3 axes. Quelles problématiques vous avez en face de vous? C'est ça qui va déterminer la vitesse d'opérationnalisation de ce chantier-là. En termes de problématiques, on pense principalement, bon, on ne va pas revenir sur les compétences, mais déjà c'est d'avoir l'assurance, déjà que je suis pas tout à l'heure de l'utilisation, savoir est-ce qu'il y a de l'appétence, on a vu qu'il y a de l'appétence, donc on a les compétences, pas suffisamment, on a l'appétence. Donc les problématiques, c'est le temps, ou les moyens, c'est ce qui manque. Mais les moyens, je pense que si le privé réussit à investir comme il faut, et si l'État permet de garantir les investissements, comme disait tout à l'heure M. le vice-président de la CGCI, c'est vrai que quand un investisseur vient dans un pays, qu'il soit local ou non, le plus important pour lui, c'est de savoir que les francs CFA qu'il va mettre, s'il n'arrive pas à les récupérer parce qu'il a raté une affaire, ça c'est son problème, mais qu'il n'y ait pas de problème et que si jamais il y a des difficultés, la justice saura le régler. Et je pense que toutes les règles en termes de droit des affaires existent, les lois, la justice doit être impartiale, c'est vraiment notre vœu. Donc vraiment la seule problématique, c'est le temps. Comme disent les Américains, on dit le slogan de Nike, just do it, il faut le faire. Donc voilà, c'est le temps, il faut le faire, on n'a plus le droit de perdre de temps, de trop réfléchir, il faut vraiment y aller. D'accord. Est-ce que le gouvernement a à l'esprit la facilitation dans l'accès aux outils numériques? Le gouvernement, notre ambition est réellement de faciliter la vie des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Aussi bien les entreprises, qu'elles aient une vie simple. Quand elles ont besoin d'actes, elles ont besoin de papier, que tout soit simple. Et c'est vraiment aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. C'est réellement notre ambition. Mais il faut le faire en respectant les lois, en respectant les règles, en nous assurant bien évidemment que si quelqu'un doit payer des actes, l'acte soit payé, et que cet argent rentre dans les caisses de l'État. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que beaucoup, des fois, nous demandent, oui, on veut des incitations fiscales, on veut des crédits d'impôt, mais l'État, c'est grâce à ça qu'il vit. C'est grâce à ça qu'il investit. Et pour nous, en tant qu'État, on préfère mieux, enfin, peut-être que mon frère Jean-Luc sera pas d'accord avec ce que je veux dire, on préfère mieux capter l'impôt qu'emprunter. Oui. On préfère mieux capter l'impôt. Parce que quand on emprunte, on met à mal, à terme, la stabilité financière du pays, parce qu'il faut rembourser un emprunt, on emprunte toujours avec des intérêts. Oui. Mais si les entreprises font des profits, si ces entreprises se créent, et nous, en tant qu'État, on récupère l'impôt, c'est tout bénéfice pour l'entreprise parce que justement, on lui garantit une belle vie et puis aussi, on garantit des services pérennes et durables. Merci. Je vois M. Jean-Louis Menakwame qui sourit parce que son métier est évoqué. Monsieur Djibril, Monsieur Ngouan Guillaume, voilà. On a vu un peu les défis, hein. On a parlé de la compétence, on a parlé, le ministre vient de parler du temps, il vient de parler des moyens également. Par rapport au grand public, les vrais défis pour vous, les problématiques, c'est quoi? Alors, on pourrait l'envisager dans 2 axes, du point de vue des entreprises et même du point de vue des populations. Oui. Alors, pour créer une plus forte appétence pour toutes ces solutions que l'on développe, je pense qu'il y a une nécessité de former davantage nos populations à effectivement comprendre le bien fondé justement de tout cet univers qu'on est en train de créer pour leur faciliter la vie. Mais d'un autre côté aussi, les entreprises doivent prendre leur part parce qu'en définitive, il n'y a que les entreprises qui, je dirais, développent ces solutions-là pour permettre au grand public de bénéficier de toutes ces innovations-là. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a une nécessité que toutes les couches
au niveau des entreprises, que ce soit les grandes qui sont déjà très embarquées dans ce processus de digitalisation, mais qu'elles embarquent aussi toutes les moyennes entreprises et les petites, de sorte que tout l'univers aujourd'hui des entreprises soit fortement digitalisé pour offrir des solutions qui permettront aux populations de pouvoir facilement, je dirais, faire leurs opérations au quotidien. Merci. Est-ce que si on fait une cartographie de la population, on a des zones où l'appropriation est plus facile? Nous avons des populations rurales, nous avons des populations non alphabétisées, il y a tout type de population dans nos pays en Afrique. Est-ce que tous les défis sont maîtrisés? Je pense qu'on y pense. Aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui l'environnement, toutes les innovations sont beaucoup plus concentrées au niveau des pôles économiques. Mais on essaie aujourd'hui d'étendre ces innovations-là vers les populations rurales. Et à ce niveau-là, par exemple, MTN aujourd'hui a pris des initiatives avec les communautés locales, dans des initiatives comme le Smart City, qui permet aujourd'hui, dans certaines villes comme Yamoussoukro, comme San Pedro, Rissama, Bassam, de pouvoir mettre à la disposition des populations des zones de connectivité gratuite, par exemple. Donc, au-delà de ces villes-là, on entend aller beaucoup plus loin pour que toutes les populations, qu'elles soient rurales, qu'elles soient dans des zones à forte urbanisation, puissent disposer aussi des solutions qui leur permettront de pouvoir se connecter ou avoir toutes sortes de solutions pour leur faciliter la vie au quotidien. D'accord. Monsieur Menudier, au-delà des compétences dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut identifier encore comme problématique? Et puis, c'est bon de savoir aussi, est-ce que toutes les grandes entreprises industrielles cernent bien les enjeux de cette migration transformationnelle-là? Est-ce qu'elles cernent les enjeux correctement? Je pense que oui, les grandes entreprises sont bien conscientes des avantages qu'elles ont à retirer de l'utilisation plus poussée du numérique, du digital, etc. C'est une évidence. D'abord, ça réduit les coûts en général, ça accélère un certain nombre de processus. Donc, pour le but d'une entreprise industrielle, et en particulier les grandes, en général, qui souvent dépendent de maisons mères à l'extérieur du pays, c'est de faire des profits, bien évidemment, et c'est de réaliser les fameux mots qu'on leur rabâche à longueur d'année, croissance, croissance, croissance. Et l'introduction du digital est un outil qui permet en général de réaliser une croissance par cette introduction. Donc oui, elles le font. Ce qui nous manque, c'est que tout n'est pas prêt, si vous voulez, autour de nous pour bien le réaliser. On a encore un bon nombre de services de l'administration qui ne fonctionnent pas. Par exemple, on peut maintenant payer ses impôts avec le digital. La CNPS, ça commence, mais ce n'est pas encore complètement au point, etc. Je pense qu'il faudrait que tout soit sur une plateforme, comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure, que tous les services soient regroupés sous une plateforme bien sécurisée et qu'on puisse faire toutes les opérations qui nécessitent d'avoir un lien quelconque, que ce soit financier ou autre, ou administratif seulement avec l'État. On serait tous gagnants. Les entreprises sont prêtes à jouer le jeu et même à investir pour y parvenir. En tout cas, investir pour leurs besoins personnels d'équipement afin de le réaliser. Il faut que tout s'accélère d'une manière générale. On parlait tout à l'heure au cours de la visite avec un des opérateurs du nœud des câbles qui nous amènera du haut débit. Là. Mais il est là, le câble est là, mais pour l'instant, on n'en bénéficie pas, donc il faut que ça s'accélère, tout ça. Je trouve que les choses n'avancent pas aussi vite que, je pense, les opérateurs privés le souhaitent, et même le gouvernement, certainement, il aimerait bien que ça s'accélère, parce qu'aujourd'hui, il y a un vent vraiment de modernité, de meilleure gouvernance, etc., qui souffle dans notre pays. Profitons-en et accélérons tous, retroussons-nous les manches, que ce soit public et privé, pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Et c'est indispensable de passer par un développement rapide et qualitatif du digital, du numérique, pour améliorer notre situation, notre compétitivité, notre positionnement, etc. Il faut arrêter de se gausser d'être les meilleurs de la sous-région. Aujourd'hui, ce n'est pas d'être les meilleurs de la sous-région qu'il faut être, c'est d'être meilleur que Singapour, que Hong Kong, etc. Nos concurrents, ils sont là, ils ne sont pas au Burkina, au Mali, etc. Non. Merci. Grosse vision. Alors, monsieur Menon. Oui, je voulais juste rajouter un point. Lucien, tu as de très belles questions déjà préparées, mais la qualité de l'échange, si tu le permets. Oui, bien sûr, vas-y. Interagir avec ce que nos pairs disent. Tout à l'heure, quand le ministre Adom évoquait les 7 piliers de la stratégie de numérisation en Côte d'Ivoire, oui. Ça nous a été très bien présenté. Le commentaire qu'on pourrait faire, ce serait un commentaire fait par un citoyen, un usager. Le commentaire qu'on pourrait faire, ce serait que dans ce sujet-là ou pour d'autres,
on puisse avoir quelques indicateurs clés qui soient communiqués aux citoyens au moment de lancer en fait cette stratégie, de sorte que nous puissions, trimestre après trimestre, année après année, nous-mêmes nous convaincre de ce qu'on va dans le bon sens avec des milestones qui sont franchis. Parce que toutes les analyses montrent que l'Afrique, en général, est en retard sur le sujet et les très bonnes intentions ou les très bonnes stratégies qui sont rédigées, il y en a beaucoup. Hein. Après, dans leur exécution, il peut y avoir des écueils, comme dans toute chose. Mais ce serait pas mal qu'on puisse avoir des comme on dit dans nos activités d'entreprise privée, des KPIs pour nous assurer que, année après année, on va vraiment dans le bon sens. C'est vraiment une doléance, ou en tout cas un commentaire que je pourrais faire face à vis-à-vis d'une stratégie qui, sur le papier, est bien présentée. Oui. Merci. Je pense que tout à l'heure, monsieur le ministre en parlera quand on va évoquer les initiatives qui sont mises en œuvre. Il pourrait éventuellement, sur chacun de 7 piliers-là, dire où est-ce que nous en sommes, est-ce qu'on a des indicateurs clés qui permettent de voir quelle étape on a déjà franchi, quel est l'indicateur qui bloque tout le système et tout ça. Je pense que le ministre en parlera tout à l'heure. Mais je n'avais pas fini avec la finance. Tout à l'heure, dans la première question, tu as déjà transité sur les défis. Le digital et le numérique permettent de faire du crédit, j'allais dire en grand volume, sur des populations qui jusqu'à présent n'ont pas eu de crédit. Donc tu as évoqué l'éducation au remboursement. Au-delà, quelles sont les autres problématiques qu'on peut avoir? Parce que les enjeux sont importants, c'est sur la finance. On a incontestablement un enjeu de qualité de prestations qui est en lien avec la connectivité dont nous avons déjà parlé. Notre modèle est bâti de sorte que partout en Côte d'Ivoire où la 2G marche, ouais. Donc c'est-à-dire dans 99% du territoire ivoirien, sur 99% du territoire ivoirien, ouais. Nous puissions être en mesure d'offrir donc le crédit et collecter l'épargne rémunérée dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Malheureusement, dans les faits, parfois pour des problèmes d'énergie qui ne marchent pas bien, ouais. On peut avoir des endroits de faible couverture momentanée. C'est des choses qui peuvent arriver. Je reviens de mes terres de Didiéville il y a une semaine. Ce n'était pas aussi fluide que ça ne pouvait l'être quand on est à Abidjan. Lorsqu'on est sur une autoroute dans un pays développé, la communication et la connectivité est très fluide. Ce n'est pas la même chose sur l'autoroute du Nord, pour donner un exemple. Donc, notre enjeu est un enjeu de disponibilité de notre offre, de sorte que, effectivement, la promesse faite d'être présent partout, de pouvoir réagir en instantané, mais cette promesse-là puisse être respectée. Mais ça passe par la connectivité, et c'est le sujet des opérateurs téléphoniques. MTN en a parlé, Orange pourrait en parler également. Ça, c'est vraiment un enjeu important. L'autre enjeu, c'est celui donc de la culture au remboursement du crédit que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le cœur de notre réacteur. Une banque, elle est créée pour ça. Et effectivement, quand les usagers ne sont pas suffisamment disciplinés sur cette capacité à respecter ces échéances, effectivement, ça peut être un enjeu. Dans notre modèle qui a commencé depuis 1 an, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des indicateurs qui sont dans le bon sens, mais on a toujours un groupe de personnes d'ailleurs qui se félicitent sur les réseaux sociaux de ne pas rembourser leur emprunt. Ce n'est pas la bonne chose à faire, mais on travaille à cette éducation. Il y a de l'éducation à faire. C'est les 2 enjeux principaux que nous avons, la qualité de service intimement liée à la connectivité et l'éducation qui entraînera un remboursement à bonne date des emprunts qui sont collectés. D'accord. Donc, il faut qu'on continue de travailler sur l'accès fluide sur tout le territoire national en termes de digital. Merci, M. Menakwame. Alors, M. le ministre, on va prendre la dernière ligne droite, les initiatives qui sont mises en œuvre. Et comme disait M. Menakwame tout à l'heure,
ce serait bien qu'on ait quelques indicateurs sur chacun des chantiers que nous lançons et qui doivent amener à la transformation digitale. Qu'est-ce que l'État fait concrètement ou est en train de faire ou prévoit faire à court terme pour aller sur ces chantiers que vous avez évoqués là? En tout cas, merci. Je vois la qualité du banquier qui adore des chiffres. Mais si vous voulez, notre programme de gouvernement est axé sur ce qu'on appelle le Plan national de développement 2021-2025, le PND. Bon, étant donné que nous n'avons qu'une heure, je vais vous faire l'économie de vous présenter le PND 2021-2025 de l'économie numérique. Non. Je ne vais pas vous le présenter. Ouais. Ce qu'il faut voir déjà aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants, avec 40 millions d'usagers mobiles, environ 23-24 millions d'usagers du mobile monnaie, c'est 27 000 km de fibre optique, dont 22 000 km opérationnels. L'économie numérique est entre 9, selon les études, entre 9 et 12% du PIB ivoirien, et c'est environ 150 000 emplois directs. Maintenant, on prend plein d'autres indicateurs. Quand on prend aujourd'hui les pays industrialisés, on ne peut pas dire les pays occidentaux parce qu'ils sont bien industrialisés aussi bien, enfin, par rapport à la Côte d'Ivoire, à l'est qu'à l'ouest, l'économie numérique représente 25% du PIB. Nous sommes aujourd'hui entre 9 et 12%. Voilà, donc notre ambition, c'est de pouvoir déjà dépasser les 15% d'ici un an et d'aller au-delà de 20%. Mais à la rigueur, ce n'est pas forcément le plus important de dépasser ça, parce que si jamais aujourd'hui on réussit, bon là on a trouvé du pétrole, donc il y a quelques semaines, si le pétrole permet d'augmenter le PIB, peu importe. Le plus important c'est de savoir comment nous allons faciliter la vie des gens, comment nous allons lancer des activités créatrices de valeur et d'emploi. Donc qu'on reste à 9% du PIB, qu'on régresse à 2%, ou qu'on aille au-delà de 25%, c'est si les Ivoiriens, les Ivoiriennes et les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire vivent mieux, ont des conditions de vie simplifiées, leur vie est facilitée. Je prends l'exemple du mobile money que je connaissais un peu. Quand on a lancé le mobile money dans les années 2008, c'était quoi la réflexion? C'est de se dire, quand quelqu'un a besoin d'argent, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un veut se chercher, ils cherchent l'argent, les chercheurs quittent leur quartier, quittent Yopougon, quittent Benjerville, ils vont au plateau. C'est ce qu'ils faisaient. Bon, donc il y a eu deux choses. Déjà, le fait d'avoir le téléphone mobile a permis qu'avant de se déplacer, de payer leur transport de marché pour venir, ils passaient un coup de fil pour savoir si la personne qui leur donnait l'argent était disponible. Yes. Ça, c'est la première chose. Donc, ils économisaient en transport. Mais maintenant, quand ils venaient, ou s'ils ne venaient pas, la personne n'avait pas le moyen de leur amener l'argent. Aujourd'hui, grâce à ça, on peut appeler. Ça, si la personne est disponible, il peut dire à la personne, bon, fais-moi un, entre guillemets, monnaie, pour ne pas parler d'opérateur, sans vouloir faire de publicité. Voilà. Et ça facilite la vie des gens. Donc, c'est ça ces cas d'usage-là. C'est vraiment faire en sorte que nous vivons mieux, nous tout soit plus simple, que tout aille beaucoup plus vite. Et notre ambition, c'est bien évidemment d'augmenter la part de valeur dans le PIB. Mais si on n'arrive pas, parce que d'autres secteurs le font, ça va vraiment tant mieux. Et après, peut-être qu'on peut voir le montant des investissements, le montant les revenus. Aujourd'hui, les revenus dépassent au niveau de l'économie digitale, l'économie numérique, dépassent à peu près les 1200 milliards de francs CFA, à peu de choses près, qu'on augmente cette valeur-là, voilà, qu'on puisse doubler, mais que ce soit le fruit des opérateurs privés et pas de l'État. Parce que nous, l'État a la qualité d'investir dans des services de base, quoique aujourd'hui, sans vouloir être trop compliqué, pour moi, je le répète souvent, on investit dans une route entre Abidjan-Korogo en l'habituement, c'est très bien, mais aussi investir dans la fibre optique entre Abidjan-Korogo, c'est aussi du ressort de l'État. Il faudra que l'État aussi prenne sa part et investisse dans certaines infrastructures, parce que les opérateurs ne viendront pas forcément, parce qu'il y a un manque de rentabilité. Mais l'État peut le faire et en partageant avec les opérateurs. Donc voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails des chiffres. J'espère que ce que je dis n'est pas trop compliqué, mais j'espère que grâce à ce que je viens de dire, vous avez compris notre ambition, ce que nous voulons construire pour la Côte d'Ivoire. En matière de couverture en fibre optique, nous sommes à quel niveau ensemble? Aujourd'hui, nous sommes à 27 000 km de fibre optique.
Donc, ça fait- c'est ça. L'objectif, c'est combien de kilomètres? Bon, l'objectif, bon, ça, il faut qu'on discute avec les opérateurs et puis aussi qu'on ait avec nos agences, c'est de pouvoir doubler, voire tripler. De faire en sorte qu'il y ait des routes digitales, enfin, là, tout converge à Abidjan, et qu'on puisse avoir un maillage de ville à ville, et puis voilà, c'est de pouvoir doubler, tripler. D'accord. Et si justement, on veut augmenter la qualité de service, on veut faire en sorte, bon, c'est vrai tout à l'heure, je disais que sur la 2G, nous sommes à pas loin de 98%. C'est bien. La 2G, c'est une vieille technologie. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 5G, nous sommes en 4G. Donc, ce qu'on souhaite aussi, sans vouloir polémiquer, ce n'est pas forcément le lieu, d'autant plus qu'on a été gentiment invités, c'est que les opérateurs respectent les obligations. Les obligations sur la 3G, sur la 4G qui ne sont pas respectées aujourd'hui. Et il y a des fois aussi où la qualité de service n'est pas forcément au rendez-vous. Bon, on peut accuser certaines fois l'électricité, mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, il existe des technologies qui font que, électricité ou pas électricité, le système fonctionne. Bon, excusez-moi les opérateurs, si je profite pour vous faire un petit coup de pied alors que j'ai le micro, c'est pas grave. Mais en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est le bien de la population. On va dire, oui, il n'y a pas d'électricité. Oui et non. Oui et non. Merci. Merci. Monsieur Ngouan, la 4G sur tout le territoire national, c'est pour quand? On y travaille. Je ne pourrais pas annoncer une date, mais on y travaille. Et je pense qu'en termes d'initiative, ça fait partie aussi des axes sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de rendre cette technologie-là disponible sur pratiquement tout le territoire. Et on a déjà un processus qui est engagé pour pouvoir moderniser aussi notre réseau dans les zones où c'est difficile aujourd'hui de pouvoir délivrer un service de qualité. À côté de ça aussi, je dirais qu'MTN travaille sur les pôles entreprises, grand public et même monnaie électronique, mobile money, à proposer aujourd'hui des services très innovants et faciles d'usage surtout. Parce que je pense que l'un des enjeux aussi de la pénétration ou de la digitalisation de notre environnement, c'est aussi ça, proposer des solutions qui sont très faciles d'accès et très faciles d'usage à nos populations. Et aussi au travers de notre fondation, on travaille à pouvoir justement proposer, former, je dirais, les personnes les plus démunies à ces technologies-là qui viennent aujourd'hui transformer leur existence. Merci. Oui, M. Faudiel. Juste pour compléter un tout petit peu. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a eu beaucoup de relais qui ont été faits par des petites sociétés. Peut-être que le Startup Act aidera énormément après, peut-être Orange Bank. Mais aujourd'hui, par exemple, à défaut d'Internet partout, il y a une start-up ivoirienne, fait partie de 4 start-up mondiales, qui a fait l'Internet, c'est-à-dire l'électricité via solaire et l'Internet local, qui peut alimenter, par exemple, une école ou un hôpital, sans avoir éventuellement avoir la connexion en 3G ou 4G. Par rapport à ça, donc, pour vous dire l'ingéniosité. Il y a eu d'autres moyens qui ont été utilisés, par exemple le drone pour envoyer un peu les tests partout. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est clair que bon, la téléphonie mobile a un peu explosé le marché du numérique. L'Internet est très... par rapport aux zones urbaines, aux zones... comment on appelle ça, les villages et tout ça, donc rural. Donc la disparité est très très importante, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites et je pense qu'ils peuvent aussi améliorer un peu ce quotidien. Quelles sont les initiatives tunisiennes sur lesquelles on pourrait par exemple s'inspirer? Celles qui ont marqué. La télémédecine, aujourd'hui elle est là. En tous les cas on utilise la télémédecine partout, c'est-à-dire via soit des connexions ou au minimum de connexions, on peut voir une radiologie à distance ou carrément intervenir par là. Il y a des sociétés qui font de la médecine à distance. Il y a l'éducation à distance par rapport à ça. Mais ce qui est plus fort, c'est-à-dire aujourd'hui, même si en Tunisie il y a des choses qui peuvent marcher, aujourd'hui l'Afrique subsaharienne, quand il y a eu la création de cet Internet vis-à-vis à partir d'une ampoule et d'un solaire, c'est une vraie révolution aujourd'hui dans les régions. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Menudier, quelques initiatives qui vous inspirent ou des choses à venir, d'un avenir proche et qui pourront booster le secteur industriel sur le plan numérique, qui pourront augmenter l'Afrique? Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous parler de l'agriculture. Oui. On est un pays agricole avant tout en Côte d'Ivoire.
On parle régulièrement de e-agriculture, mais on est quasiment nulle part. On a quelques petites initiatives par de brillants jeunes Ivoiriens qui se lancent, si vous voulez, dans ce domaine, mais on est nulle part. Je ne comprends pas. Je vais vous donner mon rêve, moi. Je suis planteur. En bon Ivoirien, j'ai fait mon champ au village, à 180 km d'ici. Mon rêve, moi, c'est que dans moins de 5 ans, je puisse m'accrocher, m'arrimer à un drone qui pourra porter un corps humain, m'amènera à ma plantation en ayant programmé la destination par Google Maps, que pendant que je serai en l'air, j'échangerai en visio avec ma femme et mes enfants, que je réglerai ma facture CNPS, les impôts, je ne sais pas, etc. Et quand je serai sur mon champ, j'aurai l'irrigation qui sera complètement dirigée par un système numérique, digital, etc. Enfin, c'est faisable, c'est faisable. Ce qu'il faut, c'est qu'on accélère tout ça. Mais tout le monde a un rôle à jouer. On ne peut pas s'accuser les uns les autres, si vous voulez, de ne pas avoir fait la partie qui nous concerne. Tout le monde a un rôle à jouer. Aujourd'hui, il faut que ça s'accélère. L'État, c'est bien. Le ministre nous a bien éclairé là-dessus. Ils ont un plan maintenant qui est très clair au niveau du gouvernement et qui va faire accélérer, je pense, leur domaine à eux. Il faut que nous, dans le secteur privé, on joue notre rôle aussi, on joue notre partition. Et il faut aussi qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait des jeunes qui se lèvent avec des idées nouvelles et qui prennent le risque. Ils ont des petits financements par mon ami en mobile money qui peuvent leur permettre de démarrer, et puis ils peuvent aller voir la banque après pour autre chose, etc. Enfin, il faut que ça bouge, si vous voulez. On a un pays qui a besoin aujourd'hui, non pas de se réveiller, mais d'accélérer un peu tout ça pour aller vers ce développement digital, développement numérique, et faire que l'éléphant d'Afrique, le champion des champions, ça soit vraiment nous demain, non pas encore une fois par rapport à 2-3 voisins, mais par rapport à la planète entière. On peut le faire, on a les ressources, les compétences pour le faire. On n'a pas encore tout le capital humain nécessaire. Temporairement, on peut aller à l'extérieur du pays, on peut sur le net, on arrive presque à tout faire aujourd'hui, sur Internet, on arrive presque à apprendre plein de choses, etc. Voilà, merci. Motivons-nous, allons-y, quoi. J'ai participé à un jury tout récemment à Orange Digital Center pour sélectionner en fait des projets de start-up. Franchement, le moins qu'on puisse dire, pour aller dans le sens de ce que mon ami homonyme Jean-Louis disait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a de jeunes Ivoiriens qui sont porteurs de très belles idées et qui ont envie. Qui ont envie. Dans la salle, il y a une start-up qui s'appelle Zense, qui a été incubée par Orange Fab et qui donc incubée, et puis on lui donne des moyens pour se lancer, et qui aujourd'hui donc permet, comme en Tunisie, de pouvoir faire du diagnostic de santé à distance, etc. Mais c'est des chaînes de valeur qui font travailler plein de monde. Les médecins, la start-up, le mobile money, et puis le gars qui doit aller se faire ausculter, qui n'a pas d'argent, il peut emprunter de l'argent de façon digitalisée en quelques secondes avec une banque digitale. Bref, si effectivement on suit tous ces porteurs de projets, tout le monde ne sera pas Steve Jobs, il ne faut pas se leurrer, mais il y en a qui sont porteurs de projets qui répondent aux besoins des citoyens, qui sont lisibles, qui sont finançables et qu'il faut pousser de sorte que demain, quand on reviendra pour un tel forum, on n'est pas que 10 ou 15 exposants, mais plutôt 100 et 200. Et peut-être que le BBR sera trop petit pour nous accueillir. Et ça, c'est tout à fait possible. Et c'est la raison pour laquelle le Startup Act dont le ministre parlait, à mon avis, viendrait donner certainement un coup d'accélérateur à toutes ces initiatives qui aujourd'hui, franchement, il faut le dire, on a honte nous, il y en a beaucoup qui sont encore dans les cartons, il y en a beaucoup qui ne décollent pas encore, parce que l'écosystème, c'est un sujet d'écosystème, c'est un sujet de chaîne de valeur. Même dans la rédaction des lois, il faut qu'on parle à Zense, il faut qu'on parle à Orange Fab pour justement intégrer dans ces lois à venir leurs besoins et s'assurer qu'ils sont satisfaits. C'est tout cet écosystème qui doit se mettre en branle pour que dans 2 ans, 3 ans, on ne parle pas des mêmes choses, quoi. Voilà. Et que Jean-Louis puisse aller dans sa plantation dans les conditions qu'il a évoquées là. D'accord, merci. C'est votre dernier mot. Je vais prendre un dernier tour de parole et puis on va boucler ce panel. Écoutez, merci en tout cas pour ce très bel échange. Je vais vous faire part de ma conviction. Des panels comme ceux-là, nous y participons régulièrement et je suis toujours au fond de moi en train de me demander, mais est-ce qu'on est sûr que si dans 3 ans on se retrouve, on ne parlera pas de la même chose? De la même chose. Ma conviction, c'est que la Côte d'Ivoire effectivement bouge et les autres pays africains aussi bougent. Le Bénin, le Ghana, le Kenya,
le Maroc, la Tunisie, ils bougent. Et la Côte d'Ivoire aussi bouge. Oui. L'Afrique augmentée, veillons à ce que ces pas en avant que nous faisons soient des pas raisonnables, mais soient des pas ambitieux. Ambitieux. Voilà. Il faut qu'on garde la raison. On ne peut pas tout faire en un jour. Bien sûr. Et il faut qu'on ait des ambitions fortes, des milestones, des KPIs, pour que voilà, on puisse rendre compte effectivement des pas qu'on a franchis et que on ait l'impression dans 3 ans qu'on ne reparlera pas des mêmes choses. Voilà ma conviction. Merci. À la fin de ce Merci panel. beaucoup. Monsieur Faudiel. Merci. En tout cas, bon, 2 choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair, pour être champion international, il faut l'être déjà local, régional ensuite, après international, ça va de soi. Il y a tous les ingrédients pour que ça soit fait. Moi, j'ai connu beaucoup d'étudiants en informatique, en IT, en Tunisie, parce qu'il y en a beaucoup. Et bien sûr, on a beaucoup qui font des stages chez nous. Ils sont performants, ils aiment ce qu'ils font. Aujourd'hui, juste un exemple, aujourd'hui, je représente une société franco-ivoiro-tunisienne qui est dans le cloud, qui est leader en France, avec un grand groupe ivoirien aussi, pour développer toute la partie cloud, cybersécurité et sécurité. Aujourd'hui, ils ont choisi la Côte d'Ivoire comme hub régional. Et effectivement, il y a énormément de comptes qui sont de la région, qui sont sur nos bases, pour la plus simple raison qu'ils y croient. Ils y croient sur tout ce qui est télécom, réseau, continuité, sécurité, cybersécurité et tout ça. En tout cas, moi je pense que c'est sur la bonne voie et je ne penserai pas que d'ici 3 ans, on parlera de la même chose. D'accord, d'accord. Monsieur Menudier, votre mot de fin, vous avez un mot par rapport à l'Afrique augmentée, par rapport à la transformation. Vous savez, moi j'y crois, j'y crois complètement que la Côte d'Ivoire va jouer un rôle prépondérant dans ce domaine et sera parmi les champions. J'espère qu'on aura, comme on le disait déjà tout à l'heure avec Jean-Louis, des champions nationaux qui vont sortir des cartons. Là. Il y en a plein qui doivent être en train de frémir là, en ce moment et je les attends qu'on les voit à l'œuvre pour faire avancer le schmilblick, comme on dit des fois, le plus vite possible et faire en sorte que notre pays soit à la hauteur de ce qu'il a toujours été et de ce qu'il veut toujours être. Les grandes entreprises joueront un rôle derrière tout ça aussi. Le patronat ivoirien, la CGECI, joue un rôle. La CGECI appuie tous les projets relatifs à la création de champions nationaux. Donc n'hésitez pas à frapper à notre porte aussi au niveau du patronat. On est là pour vous conseiller au moins déjà et vous aider par différents moyens. D'accord. C'est mon mot de la fin. Merci. C'est capté, je pense qu'ils vont frapper. Monsieur Ngouan. J'abonde totalement dans le sens des prédécesseurs pour dire que beaucoup de chemin a été fait, mais beaucoup encore reste à faire. Et il ne faudrait pas que ce genre de forum-là soit juste un rêve irréalisable, parce que nous avons du potentiel. C'est vrai qu'on pense qu'on a encore besoin de compétences, mais je pense que la compétence existe en Côte d'Ivoire. Il faut juste qu'on ait la volonté d'aller au-delà. Et cette volonté-là, je pense que l'impulsion doit venir déjà de nos autorités, et ensuite, je pense qu'ils pourront embarquer tout le monde dans ce mouvement de transformation. Merci. Monsieur le ministre, tout le monde y croit? Je pense que si tout le monde y croit, c'est déjà bien, parce qu'on ne peut rien réaliser sans y croire. Absolument. La volonté existe, et comme on dit, sans faire de prosélytisme, au commencement était la parole. Donc, le fait déjà qu'on parle, qu'on débatte, qu'on échange, c'est déjà un bon point. Après, sur 100 idées qui vont être débattues, peut-être que 2 ou 3 vont aboutir. C'est déjà 2 ou 3 de plus que ce qui existe aujourd'hui. Et moi, vraiment, le point que je relèverais, c'est le point présenté par Jean-Louis Menudier, j'en parle souvent avec mon équipe, c'est sur l'agriculture. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Notre développement est toujours basé sur l'agriculture, et notamment le 1er octobre, donc dans 15 jours, le prix du cacao va être dévoilé, et ce prix du cacao, toute notre économie est basée là-dessus. Pas qu'on dise, on est encore basé là-dessus. Et pour moi, c'est une vraie frustration quand je parle avec des jeunes qui ont plein de start-up dans plein de domaines. C'est vrai que quand on était plus jeune, on allait passer nos vacances au village, on allait quelques fois au champ. Bon, pas forcément planter le cacao, mais c'est le fait de ne pas avoir de réelle application dans le domaine agricole. Oui. J'ai débattu avec beaucoup de jeunes start-upers sur plein de domaines qui ont fait plein de belles choses. Et je leur ai dit, mais que faites-vous pour nos parents? Comment aujourd'hui vous nous aidez à mécaniser notre agriculture? Comment vous les aidez aujourd'hui à savoir les choses sur la pluviométrie, savoir les informations sur le coût, les cours de leurs produits? Et
Et c'est bien, j'ai bien vu ce qu'on a fait dans la télémédecine, ainsi de suite. Dans beaucoup de domaines, c'est vraiment très bien. Mais si on ne va pas dans le domaine qui apporte de la valeur chez nous, parce que quand on va dans la télémédecine, c'est très bien, vraiment, je ne vais pas remettre à cause de ce qui était fait, mais au contraire, il faut y aller. Il faut faire encore plus. Mais on va concurrencer des gens qui ont des fois 10 à 15 fois plus de capacité que nous. Planter le cacao, personne ne sait faire mieux que nous au monde. Faire de l'EVA, peu de pays savent le faire mieux que nous. Donc si on va là-bas dans ces domaines-là, automatiquement, on crée de la valeur. Et on crée de la valeur sans concurrence, ou avec une concurrence moindre. Donc on sait que, bien évidemment, les revenus resteront avec nous. Donc, comme on dit, ça peut être mon mot de fin. Et j'espère que quand on aura la 3e édition de l'African Week en 2022, ou peut-être fin 2021, je ne sais pas, on aura sur la partie agriculture, comme présenté par Jean-Louis, vraiment de belles applications, de belles réussites, et faire en sorte que notre pays, qui vit encore d'agriculture, puisse être un leader de la mécanisation de l'agriculture. On aura augmenté la Côte d'Ivoire et on aura augmenté l'Afrique. Merci à tous. Je vous prie de dire merci à nos panélistes. De la droite donc vers la gauche, M. Jean-Louis Ménan Kwame, directeur général de Orange Bank. Donc, M. Faudiel, qui représente le CITIC et la Chambre de commerce, Chambre ivoiro-tunisienne de commerce, Monsieur le ministre Roger Adom de l'économie numérique, de l'innovation, Monsieur Jean-Louis Ménudier, président donc de l'Union des grandes entreprises, mais représentant ici du président de la CGC, qui est l'architecte de tout ce que nous faisons ici, et Monsieur Ngouan Diom de MTN Business. Merci encore de tout ce qui a été fait. Nous avons défriché le terrain et tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui sera discuté pendant 2 jours en détail pour aller au fond, afin que quand on se retrouve ici dans 3 ans, comme l'a dit M. Jean-Louis Ménan Kwame, on ne parlera pas de la même chose. Même si on parle de la même chose, on sera à un stade un peu plus avancé. On aura augmenté l'Afrique comme le souhaitent les thèmes de ce forum. Merci à tous. Veuillez les ovationner, s'il vous plaît. C'est la fin de ce panel. Nous allons faire les photos de famille et nous séparer. Et merci à vous d'avoir assisté et d'avoir écouté et d'avoir participé. Merci encore.